Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Manga. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Bestiarius. Alors je voulais commencer cette vidéo par une petite parenthèse en remerciant tous les samouraïs qui soutiennent ma chaîne au jour le jour, qui partagent et likent les vidéos, puisque si aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo sur Bestiarius, c'est grâce à vous, puisque à la suite de ma vidéo sur Rikudo, vous avez été tellement nombreux à la partager sur les réseaux, à la liker et tout ça, que Kazé m'a directement contacté pour me proposer de me faire découvrir certaines séries et si bien sûr elles me plaisent de vous les faire découvrir à mon tour. Donc si aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo sur Bestiarius, c'est grâce à vous, donc je vous remercie du fond du cœur. Alors Bestiarius, c'est quoi? C'est un manga de type shonen. On pourrait croire à un seinen quand on le voit comme ça pour la première fois, mais non, c'est un shonen qui flirte un petit peu avec les deux genres, on y reviendra plus tard. Et déjà dans sa conception, Bestiarius a une histoire assez atypique puisque son auteur, Masasumi Kakizaki, donc un auteur très célèbre pour Green Blood ou encore Rainbow. Alors moi, autant Green Blood, je connais très bien et j'adore. D'ailleurs, il faudra que je vous en fasse un Parlons Manga. Par contre, Rainbow, honte à moi, mais je n'ai jamais regardé. Alors Kakizaki est très connu justement pour ses seinen, son trait très fin, vraiment somptueux, on peut dire, magnifique et très appliqué. Il est très connu pour ça. Et il a décidé, à la suite d'une conversation, un petit peu finalement sur un coup de tête, en 2011, de faire un shonen. Voilà, il a eu envie de faire un shonen, et ça a donné donc Bestiarius, de son vrai nom Tojuchi Bestiarius, qui a commencé à être prépublié exactement en février 2011 dans le magazine Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan. C'est seulement en 2013 que l'auteur reprend cette série avec 2 tomes qui sont sortis au Japon, et en octobre 2015, Kazé décide de l'éditer en France. Aujourd'hui, la série compte 4 tomes et je l'espère, très rapidement, un 5e. Alors concrètement, de quoi ça parle Bestiarius? Alors Bestiarius, c'est un récit qui, va évoluer durant la Rome antique. Alors l'auteur, Kakizaki, ne fait jamais rien comme tout le monde et a décidé donc de développer son récit durant la Rome antique. C'est quelque chose qui personnellement m'a vraiment séduit dès le début, puisque très rares sont les mangas finalement qui utilisent cette période qui est pourtant très intéressante. Alors les Bestiarius, ça vient de bestiarii. Donc les bestiarii, c'était des gladiateurs qui avaient la particularité d'affronter des bêtes sauvages dans l'arène. Alors c'est important à savoir puisque l'auteur a finalement construit tout son récit autour de ce genre de personnages, puisqu'on va suivre certains de ces gladiateurs donc qui se retrouvent dans l'arène à affronter certaines bêtes sauvages. Alors pour rajouter un petit peu de sel à son récit, l'auteur a fait en sorte que tout le folklore de la Rome antique, donc tout ce qui va être Minotaure, Manticore, tout ça, existe réellement et sont présents, et donc se retrouvent aussi pour certains dans l'arène à s'affronter entre eux ou à affronter des humains. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il s'est pas contenté d'en faire que des bêtes sauvages avides de sang. Non, elles sont douées d'intelligence, d'émotion, ce genre de choses, et on découvre qu'elles sont finalement dans le même panier que les hommes qui se retrouvent enfermés dans cette arène. En gros, on se retrouve à une période de la Rome antique où l'impérator, donc César, a vraiment étendu son influence et fini, on va dire, de l'étendre en exterminant tous les peuples et toutes les cultures qui s'opposent à la Grande Rome. Et surtout, il écrase tout ce qui n'est pas bon finalement à ses yeux pour Rome. Donc si en gros vous êtes dans le collimateur de Rome ou vous ne voulez pas vivre sous le joug des Romains, vous n'avez pas beaucoup d'options à cette époque-là. Soit vous êtes passé au fil de l'épée, soit vous finissez en esclave dans les galères, ou alors vous terminez, si vous avez un tant soit peu d'esprit combatif, vous terminez dans l'arène. Et on pourrait croire que dans ce récit, justement, humains et créatures vont forcément avoir une certaine adversion. Que nini, justement, ils vont se retrouver tous dans la même merde finalement, dans ces arènes, et le récit va nous conter justement des histoires d'amitié, d'amour, même de fraternité envers ces hommes et ces créatures qui partagent le même destin funeste dans l'arène. La particularité de Bestiarius, surtout, qui peut être déroutante lors du premier tome, c'est que l'histoire ne se concentre pas forcément sur un seul personnage. L'auteur a pris le parti de conter différentes histoires dans son monde à différentes mêmes époques. Donc on va avoir plusieurs finalement personnages principaux à certains moments de l'aventure. Alors ce qui est intéressant, c'est que on suit quand même un fil conducteur, il y a un fil rouge, que ces aventures se passent pas toujours forcément aux mêmes époques, mais se croisent et se lient par moments. Certains personnages qu'on va suivre durant un temps vont pouvoir par exemple avoir une influence sur d'autres personnages qu'on suivra un autre temps. Idem, un personnage peut très bien
eh bien, connaître un malheur et on peut continuer l'aventure avec un autre personnage qu'on aurait croisé à ce moment-là. J'ai trouvé ça très intéressant, même si lors du premier tome, c'est quelque chose qui peut être assez déroutant puisqu'on a un peu de mal du coup à bien s'attacher à certains personnages, surtout si on ne les a par exemple qu'une moitié de tome. D'autres personnages bénéficient d'un traitement un peu plus long, on peut les avoir sur plusieurs tomes, du coup on a plus le temps de comprendre et d'apprécier le personnage en question. Pour vous donner un exemple, durant le tome 1, on va suivre l'histoire de Durandal et Finn. Durandal est donc la dernière wyvern, une sorte de dragon qui ressemble un petit peu à Alduin pour ceux qui connaissent, donc qui est très ancien et qui finalement s'est fait capturer à la suite d'une guerre monumentale et où finalement il rencontre un homme qui va rien lâcher et qui va le blesser. Et avant de mourir, cet homme va lui dire « Si un jour tu rencontres mon fils, dis-lui que je me suis battu avec les honneurs. » Et par un malheureux hasard, finalement, Durandal va rencontrer le fils de ce légionnaire mort au combat dans l'arène en fait. Donc il s'agit du petit Finn. Et il va faire finalement plus que lui dire que son père est mort avec les honneurs, il va le prendre sous son aile, réellement. Alors, sans trop vous spoiler, mais vraiment pour vous montrer quel genre de récit vous pourrez avoir, à un moment donné, Finn va découvrir que Durandal a tué en fait son père. Et bon, je vais pas vous expliquer ce qui va en découdre et ce qui va se passer, mais voilà le genre de récit que peut vous proposer Bestiarius. Alors ils sont plus ou moins poignants parce que comme je vous le dis, certains récits prennent le temps d'être un petit peu plus développés, on prend le temps de s'attacher au personnage, alors que d'autres s'enchaînent très vite. Du coup, même si on a des retournements de situation qui peuvent avoir certains impacts émotionnels, ils sont un peu moins forts puisque ça prend moins le temps de développer les personnages. Par la suite, le deuxième tome, vu qu'on se concentre vraiment sur un personnage en particulier, notamment sur 2 tomes, donc à savoir Arthur, là, c'est un petit peu moins gênant parce qu'on va suivre Arthur vraiment assez longtemps dans le récit, ce qui te permet vraiment en plus de t'attacher au personnage. Une des forces aussi de Bestiarius, c'est que l'auteur aime bien aussi un peu pousser, casser même parfois les limites d'un genre. Donc ici, on est dans du shonen. Ça n'empêche pas qu'il flirte un petit peu avec le seinen, où on va avoir bien entendu des récits qui vont nous conter, à l'image de tous les shonen, des histoires de courage, d'amitié, tout ça, du dépassement de soi pour protéger les autres et forcément on va voir des choses assez incroyables, voilà, genre un personnage tout seul face à une armée et il va démonter tout seul des centaines et de centaines de légionnaires parce qu'il veut protéger son ami, parce qu'il veut protéger sa famille, ça lui donne de la force, tu vois. Donc ça c'est le côté très shonen. Ça n'empêche pas qu'à côté, l'auteur est capable de vous montrer des choses très dramatiques, il y a un côté très drama, des choses beaucoup plus sombres, sans non plus trop pousser le vice trop loin pour pas heurter la sensibilité peut-être des plus jeunes, ce qui est même des fois un petit peu frustrant. Des fois, tu te dis, on sent que des fois, il se limite, qu'il s'impose une limite, tu te dis, on aurait été dans un seinen, il aurait été certainement beaucoup plus loin sur ce genre de scène, tu vois. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, pour le coup, il casse aussi certains codes de shonen, notamment sur les personnages féminins. À partir du tome 2, en fait, comme je vous le disais, on va suivre Arthur, finalement, qui va représenter un peu ici on pourrait dire grossièrement le prince charmant qui doit sauver sa dulcinée, mais sa dulcinée, elle va pas l'attendre bêtement en fait, en pleurnichant, en disant qu'on vienne m'aider, tout ça. Non, elle va prendre les armes et lutter pour sa vie. Et ça, c'est le genre de choix que j'ai beaucoup apprécié. Et il arrive à nous développer un personnage féminin très fort, très dur, tu vois, qui n'attend pas forcément d'être sauvé en fait, qui va lutter pour sa survie. Et ça, j'ai adoré justement le développement du personnage féminin dans le tome 2 et le tome 3, je vais pas vous le spoiler, vous verrez, mais même si tu as ce côté très classique du prince charmant qui doit aller sauver sa princesse, j'image, c'est vraiment pas vraiment ça, mais bon voilà, c'est un petit peu ça quoi, du héros qui va prendre les armes pour sauver finalement la femme qu'il aime, et au lieu de faire en sorte que sa femme qu'il aime, que la femme qu'il aime subisse plein de méfaits, tout ça, et attendre en pleurnichant qu'on vienne la sauver, non, elle va lutter pour sa vie, tu vois, elle va vivre des choses très dures, et là d'ailleurs quand je disais que voilà, le côté, on voit que l'auteur des fois se limite et vraiment au seuil de la limite du seinen, c'est justement dans ce genre de passage où on va dire qu'elle va subir des choses assez violentes, tout ça, mais il passe pas une certaine limite. T'aurais été dans un seinen, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus loin, tu vois. Bien sûr, qui dit qu'Akizaki, le tout est sublimé par un dessin, mais
mon Dieu, son style, hein, je suis pas très fort moi en dessin tout ça, mais son style je l'adore. Hein. Déjà il est très fort sur les ancrages, il a des ancrages très prononcés mais pas trop, qui sont vraiment magnifiques. Moi ce que j'adore avec Kakizaki c'est surtout ses visages, c'est quelque chose que j'avais déjà adoré dans Green Blood. Ses visages sont vraiment magnifiques, on ressent vraiment les émotions des personnages dans les visages, j'aime beaucoup son trait hyper fin sur les visages. Ses cheveux, tout ça, sont vraiment magnifiques. Je vais vous mettre une planche que j'adore, qui vient du tome 1, qui est l'une de mes préférées sur les 4 tomes. Cette planche est juste magnifique et ça vous montre à quel point l'auteur peut pousser ses détails au niveau de l'ancrage, des détails, tout ça. Regardez Durandal le dragon. Regardez le nombre de détails qu'il y a sur ce dragon. C'est juste magnifique. D'ailleurs, les créatures sont super bien représentées dans ce manga. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment son temps. On dévore avant de toucher les pages. Donc, ne serait-ce que pour l'aspect visuel, ce manga, on voit vraiment du pâté. En plus, sur les 4 tomes, eh bien, on nous livre certaines pages en couleur. Donc ça, c'est vraiment très appréciable, surtout avec une qualité pareille. Et en plus, avec un petit papier glacé qui est du plus bel effet. Donc c'est un pur régal de dévorer ces petites pages couleur. Il y a toujours quelques pages couleur au début des tomes. Donc ça, c'était un petit détail, mais que j'ai beaucoup apprécié. Entendu, hein, Bestiarius n'est pas exempt de défauts. Moi, j'en ai relevé 2, personnellement, qui m'ont un petit peu marqué. On va dire déjà le premier gros défaut, c'est dans le tome 1. Il y a un cruel manque de profondeur. Alors honnêtement, avant de lire, je ne savais pas moi que Kakizaki avait créé finalement ce manga à la suite d'une conversation un peu sur un coup de tête comme ça. Ça se ressent un peu dans le tome 1. Non pas qu'il soit mauvais, hein. Tu as vraiment 2 histoires, on va dire, dans le tome 1, qui se chevauchent un petit peu, qui sont très intéressantes, qui auraient pu faire office de one-shot. Les histoires sont sympas, se suivent, sont agréables. Le problème, c'est qu'il y a un cruel manque de profondeur, dans le sens que tu sens que le monde dans lequel ça se passe manque un peu de développement. Il y a certaines questions que tu vas te poser, certains éléments que tu aurais aimé savoir, et ça fait que si tu n'as jamais regardé de Péplum de David, donc le cinéma sur la Rome antique, ou lu du Péplum ou ce genre de choses, que tu connais pas certains codes, notamment sur les gladiateurs, tout ça, tu peux ressentir un manque. Pareil, au niveau des créatures, tout ça, t'aimerais bien un peu en savoir plus, comment ça se fait qu'il y en a, machin, d'où ça vient. Bon. Après, c'est pas forcément non plus un gros défaut, c'est quelque chose qui m'a gêné, mais heureusement, l'auteur se donne à 2000%, ce qui fait que dans les autres tomes, t'as vraiment des éléments de réponse qui arrivent petit à petit. Mais j'ai trouvé, voilà, quand t'es un peu balancé comme ça, brutalement, dans le tome 1, comme ça, dans ce monde, alors, je pense que aussi c'est peut-être quelque part, peut-être voulu un petit peu, tu vois, ça t'empêchera pas de suivre le récit, mais moi j'ai ressenti un petit peu ce manque de profondeur, en fait, de son monde, c'est pas assez développé pour moi. Après, au-delà de ça, ça se rattrape dans les autres tomes, hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait refroidir peut-être les gens. Ensuite, le deuxième défaut que moi j'ai relevé, qui m'a un petit peu gêné, alors c'est aussi assez subjectif, je sais pas si c'est une mauvaise interprétation de ma part, si c'est une erreur de trad ou quoi, mais en fait dans le tome 2, pour ceux qui l'ont lu, vous allez certainement très vite voir de quoi je parle. Dans le tome 2, tu commences ton récit donc avec le jeune Arthur et ses amis, donc c'est des enfants, hein, ils doivent avoir tout pété, tu leur donnerais 7, 8 ans, 10 ans maximum. Il se passe quelque chose, tu as une ellipse et tu retrouves ces personnages, on te dit 1 an plus tard. Et les personnages que tu retrouves, c'est des jeunes adultes, quoi. Tu leur donnerais 17, 18, enfin, pour moi, il y a 10 ans qui se passe pas 1 an, tu vois, et je me disais, c'est pas possible, il y a une erreur de traduction, là, parce que c'est pas possible, et même, plus tard, il se passe certaines choses avec ces personnages que ne font pas des enfants, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est un détail, c'est con, mais bon voilà, quand tu lis quelque chose, tu prends au mot, donc quand on dit 1 an est passé et que tu vois que tes personnages, t'as l'impression qu'ils en ont pris 10, ça m'a fait bizarre. Après au-delà de ça, voilà, le manga, ce manga honnêtement je le conseille, les yeux fermés, à qui aime la dark fantasy, serait intéressé de voir autre chose que toujours du Japon, tout ça, et de découvrir un peu la Rome antique. C'est très maîtrisé. En plus, si tu es fan de films, donc Péplum, comme par exemple Gladiator, ou de séries comme par exemple Spartacus, immédiatement, tu vas voir, hein, Kakizaki est très connu justement pour s'inspirer du cinéma hollywoodien, tout ça. On voit qu'il a fait des recherches, qu'il s'est beaucoup inspiré des Péplum. Déjà, son César, c'est clairement le César de Gladiator, et tu as certains personnages, certains même décors, que tu vas retrouver, tu retrouves tout de suite les codes de Spartacus. Hein. Au niveau de certains personnages, même, c'est vraiment les mêmes, quoi. Ça m'a impressionné, quoi. Et c'est pas gênant, hein. Justement, tu vois que l'auteur a fait un effort là-dessus, et même c'est assez agréable et appréciable à regarder. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire, moi, sur ce manga. Hein. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous l'avez lu, à faire part de votre avis dans l'espace commentaire. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus.
N'hésitez pas non plus, si à la suite de cette vidéo, vous allez peut-être découvrir ce manga, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me faire part de votre avis après lecture. Je serai très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker et la partager, ça me fera vraiment super plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos comme ça, un petit peu découvertes sur les mangas. Prenez soin de vous, à la prochaine et surtout bonne lecture. Tchuss!